voulez voir le président? Vous voulez voir le président? C'est pas vrai, putain. Troisième fois. Les Bretons, troisième fois arrivé. Dictature, dictature. C'est pas vrai, troisième fois. Je suis là. Non. Vous m'arrêtez, je lève le bras. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors vous avez vu ces deux hommes avec leur bonnet rouge arrêtés sur les Champs-Élysées le 11 novembre dernier. Alors la vidéo a été tournée par notre équipe qui était sur place à cette date-là. La vidéo qui cartonne littéralement, hein. Elle est même limite censurée en ce moment. Bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, j'ai reçu un message de ces deux bonnets rouges. Alors je vais vous lire leur message. Bonjour, votre vidéo sur les champs me met en scène avec mon père. Merci. Nous n'étions pas violents et le seul motif de notre interpellation par la police, avoir un bonnet rouge. C'est une honte. Les médias et les politiques nous dépeignent comme des ultras de l'extrême droite alors que nous sommes venus seuls, sans mouvement politique, sans ordre et nous ne sommes pas encartés, ni membres d'un mouvement d'extrême droite. Nous sommes venus dans le seul but de manifester notre mécontentement général. En effet, le 11 novembre n'est pas le meilleur jour pour cela, mais quand les hommes et femmes qui nous dirigent ne représentent pas la France, avec ses valeurs, alors je pense que n'importe quel jour est bon pour huer nos dirigeants. Pour info, nous sommes sortis du commissariat du 19e vers 15h45 après avoir signé un formulaire de vérification d'identité sans motif. Ceci a été ordonné par le préfet. Voilà. Alors bon, le lendemain, le 12, Manuel Valls était invité d'RMC. Alors il a déclaré, je cite, ces protestataires viennent de groupes bien identifiés qu'on a vu notamment lors des manifestations du mariage pour tous, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Bon, on voit très bien que sur la vidéo que les provocations viennent non pas de gens d'extrême droite au départ, mais en tout cas ils viennent bel et bien des forces de l'ordre qui s'en prennent aux bonnets rouges, qui les arrêtent plusieurs fois sans aucun motif. Donc là, on se demande dans quel pays on vit, hein. Et puis bon, les médias qui ont raconté bien évidemment que seuls les groupes d'extrême droite avaient sifflé le président, etc. Ça c'est aussi ridicule, hein. Si on regarde dans les vidéos de n'importe quel média qui manipule pas ces images, on voit bien et on entend bien que c'est l'ensemble des Champs-Élysées qui siffle François Hollande. Alors puisqu'on parle de désinformation, puisqu'on parle d'arrestation arbitraire, puisqu'on parle de censure également, alors il est quand même à noter que plusieurs censures et arrestations ont été faites cette semaine. Alors pour démarrer, le fondateur du site Hollande-démission.fr a été arrêté, motif invoqué, outrage au président. Laurent Oberton et son livre Utoya a été censuré par SOS Racisme. Ensuite, 5 livres ont été censurés, dont un complètement interdit, donc Anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme par Paul-Éric Blanc-Rue, qui a été totalement interdit, La France juive d'Édouard Drummond, Le salut par les juifs de Léon Bloy, le juif international d'Henry Ford, La controverse de Sion de Douglas Reed, tout ça ont été censurés et devront couper de nombreux passages. Donc vraiment, ça sent vraiment très très mauvais dans notre pays. Nous, on va passer au sommaire de cette émission, on va parler de l'info internationale, où on va notamment parler du retrait éventuel des États-Unis d'Afghanistan. On va voir que c'est un peu du pipeau, puis on va voir aussi ce qui se passe véritablement en Afghanistan. On va parler d'économie, on va parler notamment des taxes qui vont nous tomber sur le coin de la figure en 2014. Et enfin, on va terminer avec la santé environnement, on va parler de nucléaire, on va parler des tremblements de terre qui se sont déroulés. Voilà, on a un gros sommaire devant nous, alors attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales et une petite brève sur la Corée du Nord pour démarrer. Bon, on n'en est pas encore au même niveau en France, quoique, on commence à se rapprocher. En tout cas, en Corée du Nord, des dizaines de gens ont été exécutés pour avoir regardé des films étrangers. On parle maintenant de Barack Obama, des Américains et de l'Afghanistan, comme promis dans le sommaire. Barack Obama qui a évoqué la fin prochaine de la mission de combat américaine en Afghanistan, assurant que le noyau central d'Al-Qaïda est en route vers la défaite.
Ça, c'est quand même assez bizarre, étant donné que pratiquement chaque semaine, je vous donne des infos, comme quoi en Afghanistan, il continue d'y avoir des bombardements, des explosions, des attentats, etc. Je vois pas très bien où est la fin d'Al-Qaïda là-dedans. Il a révélé qu'avec la fin prévue de la mission de l'OTAN en Afghanistan fin 2014, quand le transfert des prérogatives de sécurité aux Afghans serait complet, de nombreux militaires américains reviendraient dans leur pays. Bon, alors là, on apprend une autre information entre-temps, c'est que la production d'opium en Afghanistan a bondi à des niveaux records cette année. On parle de 5500 tonnes d'opium, soit 49% de plus que l'an dernier, et plus que toute la production du reste du monde. Alors je ne sais pas où est-ce que Barack Obama voit qu'on a gagné la partie contre Al-Qaïda et puis la partie contre la drogue. Cette information est bizarre également parce qu'il y a un mois et demi de cela, je vous donnais une information comme quoi un général américain, le général Mark Milley, avait annoncé dans une interview au journal Stars and Stripes, je cite, « Le mandat actuel de l'OTAN prend fin le 31 décembre 2014, mais il est suivi par une autre mission, Resolute Support, qui est déjà en train d'être planifiée. » Et il précise, « Nous n'avons aucune instruction concernant le retrait des troupes. Nous comptons simplement changer notre objectif et restreindre le nombre d'effectifs et l'ampleur des opérations militaires. » Donc là, ça va complètement à l'encontre de ce que dit Barack Obama. Alors les Américains qui, malgré le fait qu'il y ait eu le shutdown il y a quelques semaines de ça, et malgré le fait qu'ils sont au bord du gouffre financièrement, les Américains qui nous sortent un nouveau porte-avions, un porte-avions qui est équipé de nouveaux moteurs à propulsion nucléaire, de catapultes électromagnétiques et d'une meilleure plateforme de décollage. Selon les déclarations de responsables américains, le coût approximatif de cet avion de classe est d'environ 13 milliards de dollars. On parle maintenant d'un bateau qui a été arraisonné par les gardes-côtes grecs, un bateau qui contenait 20 000 Kalachnikov. Les gardes-côtes grecs ont arraisonné le 8 novembre dans le sud-est de la mer Égée un bateau battant pavillon sierra-léonais et transportant 20 000 fusils d'assaut Kalachnikov. Le bateau, qui s'appelle le Noor M, a été conduit jusqu'à l'île de Rhodes où son capitaine turc et 7 membres d'équipage ont été mis en état d'arrestation. Ils venaient d'Ukraine et se rendaient au port turc d'Alexandrette. Alors, en plus des armes, le bateau transportait, selon l'agence, une grande quantité d'explosifs. Selon l'agence grecque, les ports de Tartous en Syrie et de Tripoli en Libye avaient été initialement déclarés comme destination aux autorités du contrôle maritime, mais le capitaine du navire, lui, a désigné le port d'Alexandrette. On parle du nucléaire iranien maintenant et des pourparlers avec l'ensemble des pays occidentaux. Alors ces pourparlers qui ont duré 3 jours environ, que c'était à Genève, d'intenses négociations entre l'Iran et 6 pays à Genève qui n'ont pas débouché sur un accord. Mais Israël a déjà déclaré vouloir contrer un éventuel accord. Je cite, « Nous allons mener, avant la reprise des négociations, une campagne aux États-Unis auprès de dizaines de membres du Congrès à qui j'expliquerai moi-même que la sécurité d'Israël est en jeu. » C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'économie Naftali Bennett. Et il continue, « Dans 10 ans, une bombe nucléaire cachée dans une valise explose à New York, ou un missile nucléaire s'abat sur Rome, on pourra dire que tout cela est à cause des concessions qui ont été faites à l'Iran, a ajouté M. Bennett. Netanyahou, lui, a qualifié l'accord qui n'est pas conclu, de très mauvais. Et le vice-ministre israélien de la Défense, Danny Danon, a pour sa part affirmé que dans 2 ans et demi, il y aura quelqu'un d'autre à la Maison-Blanche. Et si nous n'avons pas le choix, Israël agira, car nous avons créé une armée de l'air pour cela. On parle maintenant de fuite de pétrole et des multinationales de pétrole qui se conduisent vraiment extrêmement mal. Alors on va parler de 2 multinationales. On va parler d'abord de Shell. C'est Amnesty International qui accuse le pétrolier Shell de nier ses responsabilités dans les fuites de pétrole au Nigeria, rejetant la faute sur des gangs criminels. Voilà ce qu'ils disent dans un rapport. Shell, qui a le plus grand nombre d'exploitations onshore dans cette région, a annoncé 348 fuites depuis le début 2012, alors que la filiale nigériane de la société italienne Agip a rapporté plus de 1000 fuites sur la même période. Les compagnies pétrolières, et Shell en particulier, manipulent les résultats des enquêtes sur ces fuites, accusant les voleurs de pétrole d'en être responsables, alors que leurs propres infrastructures, souvent mal entretenues, sont aussi en cause, ajoute ce rapport. Alors je vous mets en lien une fois de plus le reportage qui s'appelle Carbonisé, dans lequel on voit ces multinationales se conduire de façon scandaleuse envers les Africains. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Et puis on va parler d'une autre multinationale, Shell d'abord, et maintenant on va parler de Chevron, une multinationale pétrolière américaine.
La compagnie pétrolière Chevron a rejeté la décision de justice équatorienne qui a maintenu sa condamnation pour pollution mais réduit l'amende. La Cour nationale de justice, l'instance suprême en Équateur, a confirmé la condamnation de Chevron pour pollution en Amazonie mais réduit de moitié le montant de son amende, fixé à 9,5 milliards de dollars au lieu de 19 au départ. Alors je cite un représentant de la multinationale Chevron, « C'est aussi illégitime et inapplicable aujourd'hui que ça l'était à l'origine ». On parle maintenant de la Syrie et de la Turquie, avec la mise en place d'un mur à la frontière entre ces deux pays. Les autorités turques ont commencé la construction d'un mur le long de la frontière avec la Syrie, officiellement pour protéger les populations des mines antipersonnelles, mais le mur de la honte, comme l'ont surnommé certains, renforcera surtout la séparation entre Kurdes de part et d'autre de la frontière. On continue, on va parler maintenant d'un entrepreneur français qui est emprisonné au Qatar. Un entrepreneur français en grève de la faim au Qatar, où il est détenu à la suite de déboires judiciaires, a fait parvenir à François Hollande un message audio pour implorer son intervention et lui dire sa crainte de mourir en prison, selon son épouse. Ce chef d'entreprise originaire de Lorraine est bloqué au Qatar depuis 18 mois à cause de chèques sans provision émis entre 2010 et 2012 pour un montant estimé à plus de 100 000 €. Selon lui, ces ennuis ont commencé lorsque son partenaire local a exigé de reprendre sans contrepartie ses parts dans la société qu'ils avaient créée. Il a été condamné en juin à 6 mois de prison et 2 000 € d'amende pour sortie illégale du Qatar, après avoir rejoint en kayak les côtes de Bahreïn, pays voisin du Qatar. La justice doit encore se prononcer en appel sur ce dossier et il a entamé une grève de la faim début octobre. Enfin bon, ça va être difficile pour la France d'aller libérer ce pauvre chef d'entreprise, puisqu'on voit bien que le Qatar et la France s'entendent extrêmement bien. Vous pouvez regarder d'ailleurs la vidéo que je vous mets en lien, où on voit toute la fine fleur des politiques français à l'ambassade du Qatar en train de chanter avec Enrico Macias. C'est merveilleux. Vous regardez cette vidéo, ça va vous éclairer. Donc je suis désolé pour cet entrepreneur français, mais je ne sais pas s'il va être libéré avant Noël en tout cas. On continue et on parle maintenant de General Motors. General Motors qui a délogé PSA d'Iran pour lui prendre sa place, bien évidemment. On est les dindons de la farce comme d'habitude, les paillassons. On se fait essuyer les pieds dessus, que ce soit par Israël ou que ce soit par les Américains. General Motors avancerait ses pions pour retourner en Iran après avoir empêché PSA d'y poursuivre son activité. Alors que l'Américain a fait pression l'année dernière sur son partenaire PSA lors de la signature de leur alliance afin que le Français interrompe ses livraisons de pièces détachées dans le pays, General Motors mène depuis 6 mois une offensive pour étendre ses propres activités commerciales. General Motors aurait notamment pris contact avec Iran Khodro, la société iranienne qui assemblait pour le compte de PSA des 206 et des 405 à partir de kits de pièces préparés dans l'usine de Vesoul en Haute-Saône. Des tractations seraient actuellement en cours pour le retour de l'Américain dans le pays. C'est en fait un décret signé par Barack Obama le 3 juin 2013, l'Executive Order Act, qui a poussé cette offensive américaine. Ce décret aggrave les sanctions contre l'Iran. La fourniture de pièces détachées ou de services à des sociétés iraniennes est ainsi sanctionnée. Mais pour le secteur automobile, la fourniture de véhicules n'est pas répréhensible. Ce qui, dans les faits, avantage le constructeur américain General Motors, qui n'a pas d'activité industrielle dans le pays, mais qui interdit à Renault d'assembler des complete knockdown, en français, les nécessaires non assemblés, donc qui interdit à Renault d'assembler les véhicules en Iran. Et le pire reste peut-être à venir si les États-Unis envisagent une baisse des sanctions, prévient un diplomate iranien dans le Figaro. Je cite, « Les Français devraient se rendre compte qu'en cas d'accord entre nous les Américains, leurs entreprises ne récolteraient que les miettes. » On attaque la partie économie, on va parler du traité transatlantique, puisque malgré les grandes déclarations de nos hommes politiques, la main sur le cœur, qui nous ont promis que ces tractations seraient mises en pause le temps que les Américains promettent de ne plus nous espionner, et bien en fait les tractations ont bel et bien repris. Donc là ça a été repris à Bruxelles le 11 novembre dernier, après avoir été suspendu en raison de la crise budgétaire américaine. Le deuxième round des négociations transatlantiques, après celui lancé en juillet à Washington, se tiendra jusqu'au 15 novembre, c'est ce qu'ont indiqué la Commission européenne et la représentation américaine au commerce extérieur. On parle maintenant de la note de la France, puisque celle-ci a été dégradée de AA+ à AA par l'agence Standard & Poor's.
Alors malgré le fait que les États-Unis soient au bord du gouffre financier, qu'ils ont fait un shutdown il y a quelques semaines, que eh bien, le plafond de la dette a été relevé que partiellement, on va dire, ben non, c'est la France qui s'est fait dégrader par cette agence. Alors comme quoi, toutes ces agences de notation, c'est vraiment des tartufferies. Alors, pour la France, les répercussions devraient être une augmentation des taux d'intérêt et donc moins d'investissement. Cette dégradation n'est pas imméritée en soi. C'est vrai que bon, on est dans un état assez pitoyable. On va le voir d'ailleurs avec les informations suivantes. Mais bon, ça veut dire qu'on détourne le regard des États-Unis et puis on remet le focus sur l'Europe. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je vous parlais de l'état catastrophique de l'économie américaine. Mais bon, la France, elle aussi, c'est pas brillant. On apprend que 60 000 emplois industriels ont disparu en un an. Au troisième trimestre 2013, le secteur concurrentiel a perdu 107 700 emplois. L'industrie est particulièrement touchée. En effet, l'INSEE révèle qu'à la fin du troisième trimestre 2013, l'industrie comptait 16 500 emplois de moins qu'à la fin du trimestre précédent. Elle employait 3 195 millions de salariés. Et en une année, l'emploi industriel a reculé de 58 800 postes. En pourcentage, le recul est de 1,8% en un an et de 0,5% en un trimestre. Tous ces secteurs confondus, le recul atteint 17 000 emplois en un trimestre et 107 700 en un an. Ces résultats sont publiés alors que l'INSEE indique par ailleurs que le PIB a reculé de 0,1% au troisième trimestre. Cette coïncidence de publication confirme le lien entre la situation de l'emploi salarié du secteur concurrentiel et la croissance économique. Dans ces conditions, le renversement promis de la courbe du chômage paraît plus que jamais difficile à atteindre, autrement par un recours aux emplois aidés de toutes sortes. Alors malgré tout cela, eh bien, Michel Sapin persiste et signe. Il a déclaré, je cite, « C'est à la fin de cette année que la courbe du chômage s'inversera ». Donc ça, on nous le répète depuis un petit moment, on va voir les chiffres arriver très très rapidement, Michel Sapin. Si c'était pas tragique pour des millions de personnes, on pourrait en rigoler, mais là, on n'en rigole plus du tout. On va parler de nos hommes politiques qui ont été en activité il y a quelques temps et qui maintenant sont un peu plus dans l'ombre, mais qui continuent à faire du business. Pour preuve, en un an, Nicolas Sarkozy a donné une douzaine de conférences qui lui auraient rapporté plus de 1 million d'euros. Autre champion du genre, DSK. Alors on parle aussi de François Fillon qui était au Kazakhstan, pays où les principaux médias d'opposition ont été interdits fin 2012. Alors qu'est-ce qu'il a été faire au Kazakhstan? Les 8 et 9 octobre, l'ancien Premier ministre a donné une conférence au 8e Forum Eurasiatique à Astana, où il a croisé un autre invité de marque, l'Espagnol José María Aznar. La petite oligarchie se croise un peu de partout. Le 23 juillet, Jean-François Copé s'exprimait à une table ronde sur le développement africain et ses enjeux économiques. C'était au Congo, à Brazzaville. Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin, eux aussi, donnent quelques conférences à droite à gauche. Alors, certains ont dit que les prestations de Nicolas Sarkozy sont truffées de banalité. Et la prestation est payée 30 000 €. Selon Sarkozy, c'est beaucoup moins. Alors, Nicolas Sarkozy qui a été recruté par le prestigieux Washington Speakers Bureau, où il côtoie, notez bien, Tony Blair, George Bush et le général Colin Powell. C'est que des champions, attention. En un an, Nicolas Sarkozy a donné plus d'une douzaine de prestations qui lui ont rapporté plus d'1 million d'euros. Nos élus présents au passé, de Michel Alliot-Marie à Xavier Bertrand, passant par Hervé Novelli, Xavier Darcos ou Luc Ferry, ils trouvent un moyen aisé d'arrondir leur fin de mois, même s'ils ne peuvent pas prétendre toucher entre 150 000 et 300 000 € la prestation, comme Bill Clinton ou Gerhard Schröder. Pour eux, c'est plutôt entre 5 000 et 30 000 € maximum. La seule exception, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui a parlé le 31 octobre dernier à Séoul pour le constructeur automobile Hyundai. Grâce à son anglais parfait et à son expertise financière, il obtient facilement des cachets entre 50 000 et 150 000 € la demi-heure. C'est bien payé. On va parler maintenant de hausse de taxes pour 2014. Alors là, accrochez-vous. Accrochez-vous au bastingage, mettez votre ceinture, on y va. Alors, on démarre avec la hausse de la taxe sur les billets d'avion. Alors ça, c'était le 6 novembre dernier. Les députés ont voté le 6 novembre une hausse de 12,7% de la taxe prélevée sur les billets d'avion pour financer l'aide aux pays pauvres à compter du 1er avril 2014. Alors, pour aider les pays pauvres, d'accord ? Je continue. La revalorisation de cette taxe de solidarité, jamais actualisée depuis sa création en 2006, correspond au rattrapage de l'inflation, selon le gouvernement qui a fait voter cette hausse dans le cadre de la discussion à l'Assemblée sur le budget de l'aide publique au développement 2014.
Du fait de cette hausse et des prévisions de croissance du trafic, le produit net de cette taxe devrait passer de 185 à 203 millions d'euros. Autre hausse de taxe, c'est une hausse de taxe sur les terrains constructibles. Alors, cette taxe prévoit de majorer la valeur locative des terrains constructibles situés dans les communes où la taxe sur les logements vacants s'applique. Résultat, leur taxe foncière risque de bondir. Concrètement, le texte prévoit que la valeur locative du terrain sur laquelle s'applique la taxe foncière sera majorée de 25% plus 5 euros par mètre carré en 2014 et 2015. Alors, si on prend un exemple d'un terrain de 1000 m² dont la valeur locative est actuellement de 300 euros, en 2014, la valeur locative sera de 300 plus 300 fois 25% plus 1000 fois 5 euros, soit 5375 euros. La loi prévoit aussi qu'à partir de 2016, la majoration sera de 25% plus 10 euros par mètre carré, soit dans notre exemple précédent, une valeur locative de 10 375 euros. Alors, autre taxe, autre augmentation de taxe, c'est une taxe sur les assurances vie. Alors, le gouvernement veut davantage taxer en cas de succession les contrats supérieurs à 1 million d'euros par bénéficiaire. Ces héritiers seront imposés à 31,25% contre 25% aujourd'hui, après un abattement de 152 500 euros, ce qui devrait faire grincer beaucoup de dents, car la note fiscale de nombreux détenteurs d'assurance vie n'en finit plus de grimper. Les prélèvements sociaux sur les vieux contrats d'assurance vie en unité de compte viennent ainsi de passer à 15,5%. Jusqu'à présent, ces contrats étaient imposés au taux historique plus faible. Cette mesure rétroactive touche plus de 7 millions de personnes. Alors si on rajoute en plus de cela une taxe sur la résidence principale qui se prépare, pas totalement conclue, eh bien on peut dire que l'année 2014 va être vraiment difficile. Alors n'oublions pas quand même que tout cet argent ramassé, c'est toujours pour bien sûr rembourser les crédits, rembourser la dette française, rembourser les intérêts de la dette qui continuent de grimper extrêmement vite malgré ce qu'on vous dit à la télévision, à la radio. On paye 100% de l'impôt sur le revenu, va payer les intérêts de la dette de la France, soit 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros par an qu'on rembourse aux banques et qui ne couvrent pas le trou, c'est juste les intérêts de la dette. Et là, on a 4 hausses et croyez-moi, ça va continuer parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. Avec ces hausses de taxes et avec la dette française qui s'envole de plus en plus, on se dit que l'État français devrait montrer l'exemple et serrer la ceinture au maximum. Eh bien, on apprend que la résidence secondaire du Premier ministre dans le Morbihan est gardée 24 heures sur 24 par 21 gendarmes. Lors de ces rares séjours, un hélicoptère complète le dispositif. Logés dans un hôtel 3 étoiles, les militaires sont cependant assujettis au menu ouvrier. Ah ouais, on ne plaisante pas en temps de crise. À l'intérieur de la propriété se trouvent les véhicules, les militaires bullent entre belote et ronde de routine. Les voisins ont compté, il y en a 21 en tout. Ils se relaient par groupe de 3 toutes les 3 heures. Les autres patientent dans un hôtel-restaurant du Tur du Parc, une commune voisine. Quand l'ancien maire est de retour, toute la presqu'île est au courant. Un hélicoptère est là en permanence, soit il tourne au-dessus, soit il attend avec le pilote et le copilote dans le champ d'en bas de la maison. À la Croix du Sud, hôtel-restaurant 3 étoiles, où les gendarmes se reposent, le cadre est confortable. Les fonctionnaires sont régalés aux frais de la République, mais sans excès. Ils sont logés dans une partie de l'hôtel réservée aux séminaires et prennent le menu du jour. Ah, quand même, précise le personnel. Lors des relèves, ce ne sont pas moins de 42 gendarmes, soit 2 équipes qui sont à table. Alors quand on entend Manuel Valls le 12 novembre sur RMC qui nous dit que à cause des portiques que les manifestants brûlent, on doit mettre des forces de l'ordre de plus en plus pour assurer la sécurité et puis donc que ces forces de l'ordre là ne sont pas ailleurs pour servir les Français, eh bien on voit par exemple qu'il y a 21 gendarmes qui gardent une maison vide pendant toute l'année. Voilà. Alors la dette de la France continue de s'envoler, mais bon, on apprend quand même que l'État va emprunter 4,5 milliards sur les marchés financiers en décembre pour solder la dette issue du naufrage du Crédit Lyonnais. Donc on est tous punis pour une affaire qui ne nous concerne pas. On continue et on apprend que les syndicats ont été financés par le patronat à hauteur de plusieurs millions d'euros. Un ancien haut responsable des organisations patronales françaises, Denis Gauthier-Sauvagnac, a avoué avoir secrètement financé les principales confédérations syndicales françaises à hauteur de dizaines de millions d'euros. L'ancien chef de la Fédération patronale de la métallurgie a reconnu devant le juge que des retraits de 16,5 millions d'euros en liquide des caisses de l'entraide professionnelle des industries et des métaux étaient destinés aux syndicats. Ces paiements se sont échelonnés entre 2000 et 2007.
Denis Gauthier-Sauvagnat était considéré comme un rival de Laurence Parisot, dirigeante du MEDEF, en désaccord avec Sarkozy sur plusieurs dossiers. En 2007, Gauthier-Sauvagnat a comparu pour abus de confiance et pour travail dissimulé, pour avoir versé à des salariés de l'UIMM en espèces des compléments de rémunération. Alors Arnaud Linderhardt, l'un des prédécesseurs à la tête de l'UIMM de 1985 à 1999, a affirmé le 9 octobre que les bénéficiaires des enveloppes d'argent liquide étaient les 5 syndicats représentatifs. Il s'agit de la Confédération Générale du Travail, donc la CGT, la Confédération Française Démocratique du Travail, CFDT, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, CFTC, et la Confédération Générale des Cadres, CGC, et de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, CGT-FO. Voilà, tout ce beau monde est corrompu jusqu'à l'os. On continue et on va parler maintenant du Portugal. Le Portugal où ça va pas forcément mieux et où le FMI va verser une nouvelle tranche d'aide. Le Fonds monétaire international a jugé que le Portugal était sur la bonne voie. Très bien. Sur la bonne voie pour respecter les conditions qui lui ont été fixées dans le cadre de son plan de sauvetage et a versé une nouvelle tranche de 1,9 milliard d'euros d'aide au pays. Le Premier ministre portugais a déclaré cette semaine que le pays était décidé à sortir de son plan de sauvetage comme prévu en juin 2014 et à recommencer à se financer sur les marchés au lieu de compter sur ses bailleurs de fonds internationaux. Alors bon, si on jette un petit coup d'œil sur internet, on voit bien que les taux d'intérêt des emprunts portugais sur 10 ans sont aujourd'hui aux alentours de 6%. Donc c'est pas gagné, de retomber en dessous des 4% ou à peu près à 4% pour que ce soit à peu près viable. Voilà, surtout avec un taux de chômage d'environ 17% au Portugal. On parle maintenant de l'Ukraine qui compte atteindre l'autosuffisance gazière d'ici 2020. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien à Kiev, Viktor Yanukovych, et d'ajouter que selon un scénario optimiste, Kiev pourrait commencer à exporter du combustible bleu. Alors voilà une information très importante qui pourrait changer la donne en Europe. En effet, l'Ukraine est restée proche de la Russie car elle est dépendante du gaz russe, et l'Europe aussi est dépendante du gaz russe. Mais maintenant qu'elle arrive à ce stade d'autosuffisance, l'Ukraine pourrait passer du côté occidental, l'Occident qui lui fait de l'œil depuis un long moment. Pour l'instant, la Russie qui a réussi à retenir l'Ukraine à côté d'elle, mais bon, ça ne pourrait ne pas durer et ça pourrait isoler un peu plus la Russie. On va parler maintenant des banques. On va parler de la HSBC. La HSBC qui est à son tour visée par des enquêtes sur de possibles manipulations sur le marché des changes. La Financial Conduct Authority avait indiqué au printemps enquêter sur de possibles manipulations sur l'énorme marché des changes, 5300 milliards de dollars par jour, et des investigations depuis se sont étendues à la Suisse et aux États-Unis. L'an dernier, HSBC s'est vu infliger une amende de 1,9 milliard de dollars pour des carences en matière de lutte anti-blanchiment au Mexique et dans d'autres pays. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Elizabeth Warren qui pose les questions aux responsables US pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour fermer une banque qui fait non seulement du trafic mais qui donne la possibilité à des trafiquants d'héroïne d'importer de la drogue aux États-Unis. Je vous conseille de regarder, je vous la mets en lien bien évidemment. Alors pour terminer cette partie économie, un petit lien assez intéressant. Alors si vous voulez savoir qu'est-ce que fait votre banque avec votre argent, eh bien regardez le lien. Donc voilà, vous pouvez regarder, jetez-y un coup d'œil, c'est assez sympathique. Comme ça, vous êtes au courant de ce que fait votre banque. On passe à la partie santé-environnement maintenant et on va parler d'abord d'armes chimiques en France, des armes chimiques qui ont été testées par la France près de Paris. Alors pendant plusieurs années, les militaires français ont procédé à des essais d'armes chimiques à 40 km de Paris. L'interview de Daniel Froment, 72 ans, ingénieur militaire retraité, est intéressante à lire. Je vous laisse lire toute l'interview par vous-même. Alors on apprend notamment que les tests chimiques avaient lieu sur des animaux, des chiens, des cochons, rats, chimpanzés, mais jamais sur des hommes. Bon, on est déjà rassuré. On a la confirmation également que pendant la guerre Iran-Irak, le régime de Saddam Hussein pouvait se fournir en armes chimiques auprès des Occidentaux sans aucun problème. On parle maintenant des 100 000 Britanniques invités à publier leur génome sur le net. Incroyable. 100 000 volontaires britanniques pourraient mettre à disposition leurs informations génétiques à n'importe qui dans le monde. Certains scientifiques mettent en garde contre le Personal Genome Project.
Ce projet, aux États-Unis, permet aux gens d'en savoir un peu plus sur leur profil génétique et de contribuer au progrès de la science médicale. Des bénévoles américains et canadiens ont déjà rejoint le projet. Pour participer, les gens doivent avoir au moins 18 ans et, selon Reuters, après avoir obtenu leur analyse de génome, ils auront une période de réflexion de 4 semaines avant de décider s'ils souhaitent que leurs données soient en ligne ou non. Selon Stephen Beck, professeur de génétique médicale à l'Institut du cancer de l'UCL et directeur du projet britannique, découvrir le rôle du code génétique peut aider à combattre les maladies complexes comme le cancer. On continue, on va parler d'Areva qui va étendre sa zone de stockage à La Hague. Areva a augmenté de 30 à 35% sa capacité d'entreposage de déchets nucléaires hautement radioactifs issus de la production française d'électricité. La société a inauguré officiellement ce hall de 525 mètres carrés d'une durée de vie de 100 ans. Bon, on peut quand même se poser la question, et après 100 ans, qu'est-ce qu'on va en faire de ces déchets? Parce que les déchets nucléaires, ça dure beaucoup plus que 100 ans, hein, c'est pratiquement éternel. 4212 conteneurs de verre de 1,40 m de haut contenant la haute radioactivité extraite des combustibles irradiés en centrale peuvent y être entreposés dans des puits d'une vingtaine de mètres de profondeur. On va parler maintenant de la vaccination contre la grippe A qui accrut le risque de narcolepsie. Une étude montre que la campagne de vaccination de 2009 contre la grippe A a provoqué des cas de narcolepsie. La cause exacte de cet effet secondaire n'est pas encore identifiée. Ça encore, c'est une interview à lire, je vous mets le lien bien évidemment. Une interview à lire du neurologue Yves Dauvilliers. Alors je vous cite un extrait. Notre étude a porté sur 59 personnes ayant déclenché une narcolepsie après cette grande campagne de vaccination française. Ils souffraient de 2 symptômes caractéristiques de la pathologie, une somnolence diurne excessive et des pertes brutales de tonus musculaire. Nous avons alors comparé leur historique médical avec celui de 135 non-narcoleptiques du même âge et du même sexe et de la même zone géographique. Résultat de cette analyse, le seul critère significatif qui différenciait les deux groupes était la vaccination contre la grippe A/H1N1. 35 des 51 narcoleptiques l'avaient reçu, donc 52,5% contre seulement 17,8% dans le groupe témoin. Au final, nos résultats montrent qu'avoir reçu cette vaccination multiplie par 4,7 le risque de développer une narcolepsie avec cataplexie chez l'adulte et par 6,5 pour les moins de 18 ans. Il confirme d'autres études ayant démontré ce lien dans différents pays européens. Le risque reste quand même assez faible, 60 personnes ont été diagnostiquées pour 5,7 millions de personnes vaccinées. On parle maintenant des tremblements de terre. Alors il y a eu une série de tremblements de terre entre septembre et octobre, assez impressionnante, on en a un petit peu entendu parler mais pas des masses non plus. Alors je vais vous donner la liste quand même. Le 24 septembre d'abord au Pakistan, tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, 327 morts et 400 blessés. Le 28 septembre, toujours au Pakistan, tremblement de terre de magnitude 6,8, bilan 12 morts, 7 blessés. Ensuite, un tremblement de terre en Crète, ça c'était le 12 octobre, un séisme d'une magnitude d'au moins 6,2 a frappé l'île du sud de la Grèce, faisant des dégâts matériels. Ensuite, le 15 octobre, un séisme a secoué les îles touristiques au centre des Philippines, dans la région de Cebu, tuant au moins 85 personnes et semant la panique dans la population. Et enfin, cerise sur le gâteau, le 25 octobre, un séisme de magnitude 7,1 s'est produit au large de la côte est du Japon. Le personnel de la centrale de Fukushima a reçu l'ordre d'évacuer. Et on termine ces infos santé-environnement avec une information sur encore le nucléaire et une légère fuite de poudre d'oxyde d'uranium à Tricastin. Des traces de poudre d'oxyde d'uranium très faiblement radioactif ont été relevées sur le site d'Areva du Tricastin, dans la Drôme, après une légère fuite d'un tuyau qui n'a produit aucune contamination externe. C'est ce qu'a annoncé Areva, attention. De premières analyses sur la quinzaine de salariés ayant travaillé à proximité de la zone indiquent une absence de contamination externe. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. Avant de partir, j'aimerais quand même faire une petite annonce. Infolibre va continuer à se développer. Infolibre va légèrement changer. On va dire ça comme ça. Alors je vais d'abord accueillir 5 nouvelles personnes avec moi. Lissandro, Jonathan, Hugo, Anthony, Maurice. Donc je vous souhaite tous la bienvenue chez Infolibre. Et justement, on va changer un petit peu les choses, on va changer un petit peu les noms. Alors notez bien, Infolibre va devenir Agence Info Libre. D'accord? Retenez bien le nom, www.agenceinfolibre.fr.
Sur Facebook, Agence Info Libre. Sur YouTube, Agence Info Libre. Retenez bien le nom, Agence Info Libre. Sur Twitter, Agence Info Libre également. Voilà, on va essayer de monter une grosse structure. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Voilà, je vous promets qu'on va faire le maximum pour vous donner plein d'informations, des interviews, des micro-trottoirs, des revues de presse, des reportages, tout. On va faire le maximum pour donner un maximum d'informations et développer quelque chose de gros pour faire un petit peu la balance avec nos médias de masse complètement décérébrés. D'accord? Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Notez bien, hein, agenceinfolibre.fr. Ciao.